Bon, je vais faire une très rapide présentation puisque je pense que pour la plupart, vous connaissez, donc Malt qui est une plateforme, spécialisée dans le freelancing en Europe. On a un peu plus de 500 000, personnes, comme vous qui sont inscrites, sur la marketplace. Notre objectif, c'est vraiment de vous proposer des projets, sur vos métiers et de vous mettre en relation avec des entreprises. On a plus de 70 000, entreprises avec lesquelles on travaille et depuis 10 ans, il y a eu plus de 350 000 missions effectuées. On est présent donc en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique. Donc voilà, on est un peu présent en Europe. Et notre objectif, c'est aussi et surtout de vous donner une bonne expérience freelance. Et c'est mon rôle à travers les événements qu'on vous propose et comme les webinars d'aujourd'hui. Et donc ça va passer également par des partenariats. Et donc Cubase est un nouveau partenaire pour Malte. J'ai mis un petit descriptif, mais je remettrai dans le chat le lien vers notre page partenariat. Donc Cubase, c'est un cabinet qui est sur l'expertise comptable et qui a vraiment pour objectif de vous simplifier la vie dans votre vie au quotidien de freelance. L'idée de la session d'aujourd'hui, comme je le disais, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Va y avoir des grandes thématiques donc que Robin va détailler juste après, mais je les cite rapidement. Donc autour du TJM, autour du CA horaire, autour des taux de charge, du taux d'endettement, de la gestion de la trésorerie. Donc 5 grandes parties. Et l'idée, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions et que Robin y réponde. On a 1 heure devant nous, pardon. Donc voilà, on espère qu'on pourra répondre à l'ensemble de toutes ces questions et que ça pourra vous aider dans votre quotidien. Et on a une offre qui a été créée spécialement pour vous, pour avoir des conseils au quotidien. Je remettrai également le lien dans le chat. Sachez qu'on n'a pas d'affiliation sur nos partenariats. L'idée, c'est vraiment de vous proposer des choses pour simplifier votre activité. Voilà, c'était tout pour mon introduction. Robin, je te laisse du coup prendre la main et répondre aux questions de l'audience. Super, merci beaucoup Céline pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran donc, pour que vous puissiez voir la présentation qu'on a prévue pour vous aujourd'hui. Comme l'a très justement dit Céline, l'idée aujourd'hui c'est que vous puissiez me poser toutes vos questions. On a bien sûr une trame avec 5 ratios clés qu'on va aborder. On va rentrer dans le détail de tous ces ratios, mais c'est un format un petit peu nouveau qu'on a voulu créer pour ce partenariat avec Malte. L'idée c'est vraiment que vous puissiez poser un maximum de questions qui soient le plus possible en lien avec le sujet, mais n'hésitez pas, voilà, à poser des questions qui vont vous aider à booster la performance de votre entreprise, de votre activité de freelance. On est là pour ça aujourd'hui. Je vais commencer par poster 2 petits sondages que vous allez pouvoir remplir, dans la catégorie sondage. Donc ça va me permettre vous êtes déjà quelques-uns à avoir répondu. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu plus qui vous êtes, dans quelle structure juridique vous exercez aujourd'hui et puis dans quel secteur d'activité, ce qui me permettra éventuellement d'orienter les, questions, enfin plutôt les réponses, que je vais vous donner. Alors, le sommaire qui va nous accompagner pendant 7 heures. Donc on va d'abord parler du premier ratio, c'est l'évaluation du TJM. TJM, je ne vous apprends pas ce que c'est, le taux journalier moyen, c'est le nerf de la guerre forcément puisque c'est de ce TJM que va dépendre votre chiffre d'affaires. On va ensuite parler du CA horaire. Donc ce CA horaire, ça va être, important de le mesurer sur le long terme, voir comment il évolue, savoir définir combien est-ce que, vous êtes capable de générer à l'heure en termes de chiffre d'affaires et puis voir comment ça évolue, bien sûr. Ensuite, on parlera des taux de charge. Alors, dans votre profession de freelance, on peut se dire que les charges, ne sont pas un sujet puisque vous avez assez peu de choses à faire passer. On va voir qu'il y a quand même un certain nombre de dépenses que vous allez pouvoir faire passer et puis, c'est de l'imposition en moins. Donc, je vais vous donner quelques tuyaux, quelques astuces pour que vous puissiez optimiser votre, taux de charge tout en restant bien sûr dans les clous vis-à-vis de l'administration fiscale. En 4, on parlera du ratio d'endettement. Alors là, ça concernera à la fois votre entreprise, mais vous personnellement, en tant que freelance, ça peut être, parfois compliqué d'aller s'endetter pour financer un projet, notamment un projet immobilier. Donc je vais vous donner tout simplement des tuyaux et des astuces pour que vous puissiez améliorer votre profil vis-à-vis des banques. Numéro 5, on parlera de la trésorerie, de l'excédent, de la CAF et des stratégies également de réinvestissement. Que faire en fait de vos bénéfices? Comment est-ce que vous allez pouvoir les réinvestir ou comment est-ce que vous allez pouvoir vous acheter de la protection, notamment de la protection sociale? Alors en 6, on a une FAQ pour si jamais j'ai pas répondu à l'ensemble de vos questions sur ces 5 ratios. Maintenant, l'idée, c'est voilà, n'attendez pas la FAQ à la fin pour poser vos questions.
Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions tout au long de la présentation. C'est vraiment fait pour ça. Avec les informations que je vais vous donner, ça va vous faciliter la vie pour que vous puissiez poser les bonnes questions. Et puis, bien entendu, on est partenaire de Malte. Comme l'a justement rappelé Céline, il n'y a pas d'affiliation. On a simplement mis en place une offre spéciale où, si vous venez de la part de Malte, vous avez 2 mois d'honoraires qui vont vous être offerts chez Keobiz. Donc, si jamais vous souhaitez nous rejoindre, que ce soit pour la création de votre statut, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous souhaitez passer en société, ou si vous avez déjà une société existante et que vous souhaitez nous confier l'expertise comptable, la gestion sociale, fiscale et juridique, on vous expliquera à la fin, je vous expliquerai comment est-ce que vous pourrez nous rejoindre, dans quelles conditions préférentielles. On est très heureux en tout cas de faire ce live, c'est le premier live qu'on fait avec Malte. On est très heureux de lancer ce partenariat avec vous. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, plus de 300. Donc on est vraiment ravis de pouvoir démarrer toutes ces présentations ensemble. Allez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va parler du ratio numéro 1. On va passer un petit peu de temps dessus parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, comme je le disais en introduction, le chiffre d'affaires, votre TJM. Alors, certains d'entre vous, j'imagine la plupart, si vous exercez déjà, vous avez peut-être fixé votre TJM. Maintenant, ces techniques que je vais vous donner ont pour but de le remettre en question si peut-être il vous semble que, il est trop bas ou qu'il ne vous permet pas de vivre suffisamment correctement, ou si vous pensez que vous l'avez calculé il y a longtemps, mais pour tout un tas de raisons, vous avez, repoussé le moment où il fallait l'actualiser. Donc j'espère que toutes ces billes que je vais vous donner vont vous permettre d'obtenir le TJM le plus élevé possible. Alors, le TJM, qu'est-ce que c'est? C'est le taux, auquel vous allez demander à vos clients de vous rémunérer à la journée, et il va être défini selon 5 critères. Le premier critère, ça va être en fonction du marché. Si vous avez un TJM qui est 20 à 30 voire plus, élevé que le reste du marché, forcément, si votre client, se renseigne un tout petit peu, bah, il va plutôt aller à la concurrence, faire appel à d'autres freelances que vous parce que vous allez sortir des clous. Donc déjà, c'est important de savoir dans votre typologie d'activité, selon l'activité que vous exercez en tant que freelance, où est-ce que vous vous situez par rapport au marché? Pour ça, il y a un moyen très simple. Vous allez pouvoir, lire les études. Alors, il y a les études notamment que, propose Malte, qu'on verra dans le slide juste après. Vous pouvez bien entendu comparer à d'autres freelances. Il vous est pas du tout interdit d'aller, sonder le marché et puis de regarder, si vous étiez telle entreprise, cliente, pour vos services, bah, quelles seraient les autres options qui s'offrent à vous? Hem Et puis vous allez pouvoir regarder des analyses et des études sectorielles. Donc ça, je vous conseille de le faire très régulièrement. Hem, Très régulièrement, c'est ça, puisque ça peut être amené à changer, tout simplement. Donc premièrement, c'est vraiment évaluer le marché, regarder les tarifs. N'hésitez pas à parler à vos clients régulièrement ou vos prospects pour savoir, éventuellement quel type de TJM ils ont pu voir ailleurs, et surtout, très important, quand vous allez comparer des TJM entre eux, vérifiez bien qu'il s'agit des mêmes compétences, de la même expertise, parce que, il peut y avoir un écart important sinon. Donc premièrement, c'est le marché. N'hésitez surtout pas à poser la question autour de vous aux autres freelances que vous connaissez. Il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Plus vous aurez de TJM comparatifs, plus vous vous sentirez à l'aise aussi pour défendre le vôtre. Donc ça, c'est très important. Posez la question à vos prospects, posez la question à vos clients, posez la question à d'autres freelances et lisez les études sectorielles un maximum. Plus vous allez être aguerri sur, le TJM, plus vous serez en capacité de le défendre, forcément. Deuxièmement, ça va être en fonction de votre expertise. Alors l'expertise, c'est vraiment votre savoir-faire, ce que vous savez, proposer à votre client, les expériences passées, le nombre de réalisations. Vous allez bien entendu pouvoir améliorer, augmenter votre TJM, plus vous avez d'expérience, puisque vous serez en mesure de fournir, des retours clients, des testimonials pour dire à votre futur client: «Bah, regardez, moi j'ai déjà fait 10, 15, 20 missions, ça se passe très bien. Je vous invite donc à, souscrire à mes services puisque mes clients précédents ont acheté ce service à ce prix-là, ils en étaient satisfaits». Et puis, je vous invite également à, faire un point sur vos compétences pour savoir peut-être définir quelles sont les compétences ou les expertises, on va dire classiques, à valeur ajoutée moyenne, et celles dans lesquelles vous excellez, c'est-à-dire celles qui vont vous différencier de la concurrence. C'est important que vous soyez en capacité, de dire là où vous êtes, on va dire bon, et là où vous êtes excellent. Ça vous permettra peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes excellent dans un domaine d'expertise qui est pas très demandé et donc vous allez pouvoir augmenter
votre TJM. Alors le TJM optimal, j'en parle en numéro 3, c'est quoi? Le TJM optimal, c'est le TJM dans lequel vous allez gagner le plus de revenus possible, tout en étant acheté. Si vous avez un TJM qui est trop bas, vos services, vos produits, vos services vont être achetés très facilement, mais vous allez gagner peu. Si vous avez un TJM qui est trop élevé, vous allez très bien gagner vos vies, mais par contre, ça va être plus compliqué de vendre vos missions. Donc quand on parle de TJM optimal, c'est qu'on va vraiment faire la balance entre ces 2 équilibres, le fait de pouvoir facturer le plus cher possible et le fait de pouvoir être acheté. Donc pour trouver cette intersection, utilisez les points 1 et 2, l'évaluation du marché, l'évaluation de l'expertise. Ensuite, il faut équilibrer la compétitivité et c'est pour ça que plus vous allez connaître votre, secteur concurrentiel, plus vous allez pouvoir aller au plus juste et aller gratter quelques dizaines d'euros sur votre TJM, optimal. Et enfin, votre valeur ajoutée, alors ça, c'est un exercice qui est assez difficile puisque en tant que freelance, vous manquez peut-être parfois de recul par rapport à votre valeur ajoutée. Si jamais vous n'êtes pas suffisamment capable de définir quelle est votre valeur ajoutée, je vous invite à interroger vos proches, vos relations professionnelles, vos anciens clients qui vont vous aider via un questionnaire à savoir en quoi est-ce que votre proposition de valeur, vos services leur ont été vraiment utiles. Donc ça, c'est très important. Dans les valeurs ajoutées, il y a bien entendu l'expertise, mais ça peut être aussi des soft skills, le fait d'avoir un bon relationnel, le fait d'être proactif, le fait d'avoir un certain nombre de qualités qui font que votre client a apprécié travailler avec vous et qu'il en a tiré une valeur. Donc ça, moi, je vous invite à créer un petit questionnaire ou alors avoir des discussions informelles avec vos prospects, vos clients et les gens qui vous connaissent dans la vie professionnelle pour savoir mesurer quelle est réellement votre valeur ajoutée. Enfin, soyez conscient des variations géographiques. Des grandes villes dans lesquelles le coût de la vie va être plus important vont en général proposer des TGM plus élevés. Donc si vous avez changé de secteur géographique ou si vous n'êtes pas certain, du TGM moyen dans votre secteur géographique, encore une fois, renseignez-vous autour de vous pour pouvoir trouver cet équilibre. Alors, je vais faire une petite pause juste pour regarder les questions. Laetitia qui nous dit: «Si on débute sur le digital, c'est pas évident». Effectivement, quand on se lance, hem, quand on se lance, c'est pas facile de savoir combien est-ce qu'on va pouvoir facturer nos services. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire pour savoir, est-ce que nos clients sont prêts à acheter ou pas. La deuxième raison, c'est que, ben, forcément, on a envie que nos prospects puissent acheter nos services, donc on va avoir tendance à rogner, à baisser son TJM parce qu'on se dit que ça passera plus facilement. On va voir que c'est pas forcément la bonne stratégie parce que ça peut vous décrédibiliser également. Et puis, bah, forcément, si, c'est une activité nouvelle, vous aurez assez peu de recul là-dessus. Hem, Pas en virtuel, assistante digitale pour la d'accord. Alors ça, ce que je vous invite à faire, Laetitia, c'est à contacter des gens qui font la même activité que vous, ce qui vous aidera à définir plus précisément justement, ça. Il y a personne ne viendra vous jeter la pierre si vous allez vous poser la question à côté. Contactez des assistantes, digitales qui font la même chose, qui ont peut-être, autant d'expérience que vous et puis c'est lors de cette discussion que vous allez pouvoir mesurer. Alors, je reprends les questions du début. On avait Marie-Hélène qui nous demandait, en étant débutante, comment connaître le marché? Alors, j'espère avoir répondu partiellement à votre question, Marie-Hélène. Les études sectorielles, contacter des freelances qui sont déjà en activité depuis un certain nombre d'années. Vous verrez qu'il y a une grande solidarité entre les freelances, surtout ceux qui sont en exercice depuis un grand nombre d'années. Ils savent à quel point ça a pu être difficile de se lancer au début et donc ils n'hésiteront pas à vous donner un coup de pouce. Donc n'hésitez pas à les contacter, et puis vous pouvez également faire appel à des prospects, des clients. Peut-être que dans un premier temps, plutôt que d'aller chercher à vendre vos missions, vous pouvez très bien aborder des prospects en disant: «Bah, voilà, vous souhaitez définir votre TJM avant de vous lancer sur le marché. Vous avez besoin de leur avis» et les clients, si vous leur demandez, seront ravis de vous le donner également et puis qui sait, si la discussion se passe bien, ça pourra aboutir à une vente. Alors, on a une, très bonne remarque de Sabrina, qui nous demande: «Le grand débat, faut-il vendre du TJM ou bien une prestation?» Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'on va facturer un taux journalier, et ensuite le client va nous acheter un nombre de jours? Ou alors on va établir un devis en disant: «Bah, voilà, pour la réalisation de cette mission, j'estime que ça va être tant, 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 tant et tant». Alors en fait, je pense, Sabrina,
qu'il faut mixer les 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire à un prospect: Voilà mon TGM, vous achetez tant, je pense qu'il faudra tant de jours, voilà mon taux journalier moyen, débrouillez-vous». Je pense qu'un client, alors ça va dépendre des types de clients, mais un client qui a pas forcément l'habitude de faire appel à des freelances ou qui a besoin en tout cas d'être convaincu, on peut pas simplement lui donner un TJM et s'attendre à ce qu'il achète. Au contraire, je pense qu'il va falloir faire de la pédagogie pour expliquer pourquoi est-ce que votre prestation va comprendre tant de jours. Ça, c'est très important. Et puis comme je conseille souvent à des freelances, quand vous allez faire un devis, quand vous allez, prester vos services, gardez un petit peu de marge pour la négociation. Dans le meilleur des cas, votre client ne négociera pas, il acceptera votre devis tel quel et vous aurez gratté 5, 10, 15 par rapport à ce que vous souhaitiez facturer et si jamais il négocie, pardon, vous aurez gardé cette marge, ce qui fait qu'après négociation, vous arriverez à la prestation qui correspond à votre niveau d'expertise. Ça, c'est très important. J'espère avoir répondu à votre question, Sabrina. Julien nous demande, comment bien facturer des demi-journées? Pas en divisant en 2. C'est-à-dire? Je comprends pas très bien votre question, Julien. Est-ce que vous pouvez la préciser, s'il vous plaît? Comment bien facturer les demi-journées? Je prends en attendant la question de Coralie. En général, un TGM correspond à combien d'heures? Alors ça, c'est une très bonne question. On va voir dans le ratio numéro 2 justement avec le CA horaire, à combien, est-ce que ça équivaut? En général, on va compter une journée de travail moyenne de 7 à 8 heures pour calculer. Mais c'est une très bonne question parce que si en fait, vous évaluez mal votre temps et que vous allez vendre une journée, par exemple, mais qu'en fait, ça vous prend une journée de 10 heures, 12 heures, voire une journée et demie, et ben, en réalité, votre TJM effectif sera plus bas que ça. Donc c'est très important que vous sachiez exactement quelle quantité de travail vous pouvez mettre en face d'une journée. OK, je continue à dérouler la présentation. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je vois qu'on est déjà 107 participants, ça me fait très plaisir. J'espère que les réponses à vos questions vont vous être utiles. Alors ensuite, on passe aux stratégies d'adaptation, excusez-moi. Stratégie d'adaptation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que votre TJM n'est pas assez élevé. Pas assez élevé parce que peut-être trop de concurrence qui vont tirer les prix vers le bas, pas assez élevé peut-être parce que, vous avez l'impression de fournir une prestation de service qui n'apporte pas suffisamment de valeur. Donc les stratégies d'adaptation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un ensemble de techniques qui vont vous permettre d'améliorer votre TJM. C'est-à-dire de faire des formations, d'améliorer vos compétences, ou d'apprendre à mieux vous vendre pour pouvoir vendre des prestations avec un meilleur TJM. Première stratégie, améliorer vos compétences pour justifier des tarifs plus élevés. Ça, c'est la base, c'est-à-dire que si vous êtes dans un domaine d'activité dans lequel vous avez matière à progression, si vous pouvez passer des certifications, si vous pouvez vous former, dans telle ou telle académie, n'hésitez surtout pas à le faire puisque derrière vous aurez un certificat, quelque chose à montrer qui va pouvoir justifier. Ça sera également un élément de réassurance, pour vos clients. Quand vous vendrez vos missions, bah, vous allez pouvoir mettre un doute dans la tête de votre prospect en disant: «Bah, regardez, vous avez sur le marché des freelances qui n'ont pas cette certification. Moi, je l'ai passée et donc c'est un gage de qualité». Ça veut dire que votre prospect va se demander: «Ah bah oui, est-ce que je ferais bien finalement de faire appel à des freelances qui n'ont pas ces certifications? Est-ce que je n'aurais pas intérêt à payer un petit peu plus cher pour avoir un service de plus grande qualité?» Adaptez-vous aux fluctuations du marché. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous êtes, en tant que freelance, soumis aux mêmes règles que le marché, c'est-à-dire c'est une règle d'offre et de demande. Alors peut-être que la prestation de service que vous proposiez était en forte demande à un moment et l'est moins à un autre. Tenez-vous pour savoir ça, tenez-vous au courant régulièrement, du marché sur lequel vous vous trouvez. Pour cela, vous pouvez avoir des magazines spécialisés. Je vous invite à vous rendre dans les salons professionnels qui vous concernent. Dans des salons, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, inside, c'est-à-dire, voilà, en discussion, un peu à bâton rompu sur les stands, vous allez pouvoir avoir, beaucoup, beaucoup d'informations de la part de décideurs, de la part de donneurs d'ordre. Donc, je vous conseille d'aller au salon professionnel et puis de créer un maximum de discussions comme ça. On conseille, nous, à nos freelances aussi, de ne pas hésiter à faire des déjeuners ou alors même des conférences impromptues, de prendre des cafés avec des décideurs, même si vous n'avez rien à leur vendre, c'est simplement pour vous tenir au courant. Ça vous crédibilisera et ça vous permettra d'avoir des informations qui, lors de vos appels téléphoniques de vente,
vous crédibiliseront également. Et puis le troisième point, c'est le fait de pouvoir mettre en avant ce qui vous rend unique. Hem, c'est vous qui vendez vos services. Il faut que vous puissiez avoir le recul pour savoir qu'est-ce qui vous rend unique. On en parlait tout à l'heure avec la valeur ajoutée. Comment est-ce que vous allez pouvoir convaincre votre client que votre prestation de service va lui apporter une valeur qu'il ne trouvera pas ailleurs? Voilà. Hem, ensuite, je traite le dernier point et puis je vais répondre à vos questions juste après. Transparence avec les clients. C'est très important de pouvoir communiquer ouvertement sur votre méthodologie de fixation de prix. Il ne faut pas avoir, de gêne ou de peur. Il faut bien comprendre que les donneurs d'ordre à qui vous allez, essayer de vendre vos missions ont l'habitude de voir des taux élevés. D'accord? On aura toujours tendance à minimiser notre taux par rapport à la valeur ajoutée. Donc n'hésitez pas, soyez transparent avec vos prospects et vos futurs clients, de leur dire: «Bah, voilà, moi j'estime valoir tant sur le marché pour telle et telle raison, défendez votre prix». Expliquez comment vos compétences et l'expertise justifient vos tarifs. Alors ça, c'est pareil, les services que vous allez, rendre vont avoir une valeur ajoutée bien plus forte à l'entreprise que ce qu'elle a coûté. D'accord? Donc il faut que vous puissiez mettre dans la tête de votre, décideur, de votre donneur d'ordre, mettez-lui dans la tête les bénéfices, les bénéfices, les bénéfices. Expliquez à quoi ça va, bénéficier son entreprise. Très important. On pense toujours que cette, partie-là dans la vente est évidente. Forcément, mon interlocuteur connaît la valeur ajoutée de mes services et cetera. Il faut ne surtout pas hésiter à la répéter, à la marteler, à faire en sorte qu'elle soit très bien comprise et que votre interlocuteur puisse comprendre concrètement quel bénéfice il va retirer de votre mission. Et puis enfin, établissez la confiance. Vous êtes dans un rapport de vente, un rapport de séduction. Vous avez besoin d'avoir une relation de confiance avec votre interlocuteur. Donc, faites en sorte de pouvoir ça c'est plus des techniques de vente que de la comptabilité, mais faites en sorte de pouvoir avoir un rapport de confiance, pour que celui-ci, puisse, faire confiance justement à la valeur que vous apportez. Ça veut dire être transparent, ça veut dire de faire ce que vous dites, dites ce que vous faites, et d'être réactif dans les échanges avec les emails ou les coups de téléphone. Plus vous allez laisser traîner du temps, plus la confiance va baisser. Donc soyez vraiment très réactif. C'est le conseil que je vous donne. Alors, Estelle me demande: «Avez-vous des conseils ou pouvez-vous nous donner des noms d'institutions pour trouver des rapports et enquêtes sectorielles pour les secteurs peu connus?» Alors oui, vous avez, alors quelque chose qu'on utilise nous beaucoup, c'est les AGA, qui sont des associations de gestion agréées qui chaque année vont publier des études sectorielles. Donc ça peut être très intéressant, AGA ou CGA. Vous pouvez également, utiliser les rapports de l'INSEE, qui vont vous donner beaucoup de statistiques. Vous pouvez faire des recherches avec beaucoup de critères sur le site de l'INSEE pour aller trouver des analyses et puis ensuite pour les secteurs, enfin, pour certains secteurs comme par exemple le secteur de l'édition notamment, l'édition de livres, vous allez pouvoir vous rapprocher soit de magazines qui éditent du contenu régulièrement, qui vont par exemple avoir un baromètre annuel sur tel ou tel secteur, soit des grands acteurs. Typiquement dans l'édition, si vous allez vous renseigner auprès des grandes maisons d'édition, elles ont des données qu'elles peuvent peut-être vous partager. J'espère répondre à votre question, Estelle. Alors, merci Céline, de reporter la question de Bérénice. Comment aborder des personnes importantes comme les décisionnaires dans les salons pro? Alors, c'est une très bonne question puisque ça on parle du TJM et forcément dans le TJM, bah, on va déborder sur, quelle est ma posture? Comment est-ce que moi, en tant que freelance, je vais devoir, interagir avec des personnes importantes, donc comme des décisionnaires dans les salons pro? Alors, déjà, très important, vous n'êtes pas là pour vendre votre mission immédiatement. Si vous arrivez dans une démarche qui va être trop agressive, trop pushy, à vouloir tout de suite vendre vos services, vous risquez d'avoir un interlocuteur qui va se fermer parce que lui, il va pas y voir tout de suite son intérêt. Je vous rappelle qu'en face de votre mission, il doit y avoir un besoin, qui est conscient ou pas encore chez votre client. Donc, pour moi, le rôle que vous allez avoir dans ce salon, c'est un de gagner la confiance de cette personne importante, donc apprendre à la connaître, vous présenter, nouer, un échange avec cette personne, nouer un dialogue plutôt. Donc ça, c'est la première des choses, établir un contact et avoir une relation de confiance. Deuxièmement, poser des questions dans, hem, les les cours de vente, les techniques de vente, que j'ai pu donner. Ce qui est important, c'est
de créer justement cet échange et cet échange, il va se matérialiser par des questions. Des questions, alors il ne faut pas que vous soyez trop intrusif ou intrusif dès le début de vos questions parce que sinon votre interlocuteur va se braquer et se dire: Mais qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que je vous donnerai ces informations-là?» Mais dans un premier temps, vous allez pouvoir montrer un intérêt par rapport à l'entreprise, donc se renseigner sur les enjeux du moment, se renseigner sur les projets qui sont en cours, se renseigner sur telle ou telle évolution dans le secteur. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Si vous avez vous-même des informations inside, partagez ces informations avec la personne et puis demandez-lui son avis. L'idée, c'est vraiment, avant d'aller pouvoir proposer vos services, d'avoir 1, une relation personnelle avec la personne, 2, plus d'informations. Puisque avant de pouvoir mettre en face d'un besoin vos services, il faut que vous connaissiez ce besoin. Et souvent, ce besoin, il va pas soit il n'est pas encore conscientisé chez votre interlocuteur, soit il est conscientisé, mais il ne va pas vous le donner tout de suite. Donc il va falloir, que vous alliez poser un certain nombre de questions, vous intéresser à l'entreprise, vous intéresser aux évolutions du marché actuel pour savoir comment mettre en face de ces besoins votre expertise. Fanny nous demande, alors partage même un bon plan. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des bons plans à partager, avec la communauté, je les lirai à voix haute. Fanny qui nous dit: «En général, j'ajoute une ligne à mon avis pour préciser que les délais peuvent varier selon l'avancée du projet, plus ou moins 3 jours. Est-ce une bonne chose à faire ou perturbant pour le client? Car difficile parfois sur un gros projet de fixer un nombre de jours. Qu'en pensez-vous?» Alors Fanny, moi je pense que vous avez raison de mettre un garde-fou, c'est-à-dire que si vous avez un projet qui est, difficile à lire sur le long terme parce que ça peut varier, parce qu'il y a des aléas que vous ne maîtrisez pas, c'est intéressant de mettre ça sur votre devis et ça habitue votre client au fait qu'il peut recevoir une facture qui va comprendre plus ou moins 3 jours. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, et si jamais le client vous pose la question, vous serez en mesure de le défendre parce que votre expertise, votre expérience passée vous a montré que parfois il y avait des jours passés et enfin dépassés plutôt et votre interlocuteur ne s'offusquera pas que vous ne travaillez pas gratuitement. Donc moi, je pense que ce genre de garde-fou, est très intéressant, Fanny. Il faut bien entendu l'expliciter sur votre devis et être capable de le défendre à l'oral, auprès du client. Il faut bien sûr pas que ça soit abusif. Si vous avez une mission de 3 jours et que vous mettez rajouter 3 jours supplémentaires, c'est peut-être un peu beaucoup, donc il faut que ça soit aussi proportionnel par rapport au nombre de jours que vous souhaitez facturer, de base. OK, alors donc sur ce TGM, je vous invite à lire l'encadré bleu. Un TGM équilibré, aligné avec le marché, qu'on ajuste au fil du temps. Attention, votre TGM, il ne peut pas rester le même, année après année, il faut pouvoir le faire évoluer. Il faut que vos compétences continuent de correspondre à une demande sur le marché, donc restez à l'écoute et puis communiquez cette valeur pour gagner la confiance de votre client. Voilà. Quelques chiffres, pour vous aider. Alors, c'est pas écrit forcément très gros, j'espère que vous verrez, mais c'est des chiffres qui ont été publiés par l'étude de Malte, donc sur les TJM moyens selon le secteur d'activité. Je prends quelques exemples. Un chef de projet et coach agile ont un TJM de 700 €, les motion designers 456, expert data 663. Donc voilà, là, ça vous donne des précisions sur, déjà avoir une fourchette, une moyenne de votre TJM. Et puis, la répartition du revenu, alors ça, c'est très intéressant de mettre ce graphique ici. Pourquoi? Parce que, il faut bien vous rendre compte que dans les revenus que vous allez recevoir pour vos journées, ces revenus couvrent également, bien sûr, les journées où vous ne travaillez pas. Il y a une part du travail qui est facturée, une part qui est non facturée. Donc, dans ce revenu, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a bien sûr ce qui vous revient dans la poche, les cotisations sociales, les charges pour exercer votre activité, les chômages et les aléas, les frais de fonctionnement, la maladie, les congés payés. Tout ça, c'est important à prendre en compte et c'est, à analyser aussi pour vous. Si vous avez l'impression que votre TJM est cher, par exemple, est élevé, ce qui peut arriver notamment quand vous vous lancez, dites-vous bien que ce TJM, c'est pas uniquement, rémunère pas uniquement la journée de travail. Ça rémunère le temps qu'il va falloir passer pour aller trouver votre client, ça rémunère le temps administratif qui est nécessaire pour, créer votre entreprise, l'administrer, échanger avec votre expert comptable, ça administre les temps de trajet, enfin ça inclut les temps de trajet. Donc il y a voilà, c'est pas uniquement le temps que vous allez passer à réaliser la mission que vous facturez, c'est aussi tout le temps en amont et en aval de votre mission. Donc ça, c'est très important, ça va vous aider, à pouvoir facturer plus cher parce que, vous vous rendrez compte qu'en fait, bah, voilà, l'expertise enfin, ce qu'on vous achète, c'est pas uniquement, votre expertise à un moment donné,
T, c'est aussi, les 10 ans d'expérience que vous pouvez avoir, c'est aussi la disponibilité que vous avez actuellement. Alors Laetitia, faire évoluer le TGM, il y aura forcément un plafond à un moment donné, même si je continue de me former et que j'accumule de l'expérience. Dilemme. Alors, c'est vrai et pas vrai ce que vous dites puisque, le fait d'avoir un plafond, ça voudrait dire qu'en fait, bah, il y a une fatalité qu'au bout d'un moment, vous pouvez plus progresser, vous pouvez plus aller chercher des clients, plus gros avec des missions plus avantageuses. Je suis pas sûr que ça soit vrai, puisque vous avez toujours matière à vous former sur, d'autres compétences, éventuellement trouver des clients qui sont prêts à payer ces services de grande qualité. Peut-être que dans un premier temps, vous allez avoir trouvé des clients qui veulent payer une qualité de service moyenne, mais par la suite, dans l'avancée de votre carrière de freelance, vous pourrez également trouver des clients qui voudront payer plus pour une qualité de service supérieure. J'en parlerai tout à l'heure, il y a un point, qu'on va aborder aussi qui est la sous-traitance. C'est-à-dire que en général, on va considérer qu'un freelance a, tant de jours facturables par an, qui va pouvoir facturer à temps et donc forcément son chiffre d'affaires a un plafond de verre. Or, vous avez tout à fait la possibilité d'accepter des missions supplémentaires et d'aller les sous-traiter avec un autre freelance en réalisant une marge commerciale par-dessus. Si le client est au courant, il y a aucun problème par rapport à ça. Donc c'est tout à fait possible et c'est, ce qui va vous permettre de multiplier, enfin de développer vos revenus. Alors, je laisserai Céline répondre sur cette question, par rapport au TJM annoncé sur la plateforme Malte. Est-ce que ça correspond au TJM payé par le client ou est-ce que le client a des frais en plus sur la plateforme? En tout cas, est-ce que votre TJM est transparent ou pas? Ça, j'ai pas la réponse à votre question, Alexis. Je réponds à la question de Pierre. Quel est le ratio moyen d'un freelance entre jours facturables et jours non facturables? Alors ça, c'est une très bonne question. Je l'aborde dans le sujet numéro 2, ratio 2 sur le CA horaire. Je vais répondre à votre question juste après, Pierre. Bah, on va y passer tout de suite. Alors, très important, le CA horaire, qu'est-ce que c'est? Le CA horaire, c'est justement combien est-ce que vous allez pouvoir, facturer sur, l'année et sur votre journée de travail. Donc, le CA horaire, ça mesure la rentabilité basée sur le temps de travail réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous facturez une journée de prestation, mais qu'en fait vous en avez 2, bah, votre, TJM réel va être divisé par 2. Votre CA horaire va être divisé par 2. Donc c'est un exercice que je vous invite à faire, c'est-à-dire de reporter dans un tableau Excel les minutes, sur les minutes, les heures pendant lesquelles vous travaillez, pour que vous ayez en fait un outil de mesure, un outil de pilotage, un outil de mesure qui va vous permettre de savoir calculer exactement quel est votre CA horaire. Quel est votre CA horaire aujourd'hui? Quel était votre CA horaire l'année dernière? Quel sera votre CA horaire l'année prochaine? C'est important que vous puissiez avoir cette mesure et bien sûr de faire en sorte de l'améliorer, de l'optimiser. Donc c'est une formule de base très simple, le chiffre d'affaires total divisé par le nombre d'heures travaillées et ce taux horaire on va se focaliser sur l'améliorer. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure du temps? Donc déjà, évaluez vos tâches en fonction de leur contribution au CA horaire. C'est-à-dire que vous allez avoir des tâches qui sont à forte valeur ajoutée, typiquement trouver un client, réaliser une mission, ça c'est une tâche à très forte valeur ajoutée pour votre, chiffre d'affaires horaire. Ou alors, faire de l'administratif, faire des tâches de votre mission qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, bah, ça va avoir des tâches qui vont avoir tendance à faire baisser votre chiffre d'affaires horaire. Donc, vous allez avoir, une fois que vous aurez analysé ça, entre le CA horaire des tâches à forte valeur ajoutée et le CA horaire des tâches à plus faible valeur ajoutée, vous allez observer normalement des espaces d'amélioration. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous passez trop de temps, sur votre administration. Alors vous aurez la possibilité de gagner du temps avec Keobiz, mais ça on y reviendra plus tard. Mais là, voilà, peut-être que vos tâches administratives vous prennent trop de temps. Peut-être que la, prospection et le temps commercial que vous passez n'est pas suffisamment efficace. Peut-être que vous passez trop de temps à chercher des clients, peut-être que vous passez trop de temps à négocier avec eux, pour un résultat qui n'est pas satisfaisant. Donc ça peut valoir le coup de vous poser la question de comment être plus efficace sur la prospection, comment réussir à mieux vendre plus cher. Si vous passez beaucoup de temps à vendre une mission qui vous rapporte beaucoup, c'est pas un problème, mais le pire, la situation, la moins facile, c'est la situation dans laquelle vous allez passer beaucoup de temps à, vendre une mission qui ne vous rapportera pas suffisamment.
Alors je réponds à la question de Manuela sur la prospection justement, relayée par Céline. Merci Céline. Quel est le meilleur moyen pour prospecter? À quelle fréquence faut-il relancer si aucune réponse? Alors ça, c'est une très, très bonne question Manuela. C'est, finalement, selon votre activité, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver vos clients? Déjà, le conseil général que je peux vous donner, c'est n'attendez pas d'avoir besoin d'un client pour aller le chercher. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt prospecter, même si vous êtes déjà en mission, même si vous êtes déjà booké, prospectez, faites de la veille et puis vous pourrez et si jamais on a une mission à vous confier et que vous n'êtes pas disponible, vous pourrez faire de la sous-traitance. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien accepter une mission et avec l'accord du client, vous allez pouvoir la sous-traiter à un autre freelance, et prendre une marge commerciale sur le fait d'apporter la mission et de la chapeauter. Ça, c'est tout à fait, possible. Donc le meilleur moyen de pour prospecter, c'est d'être, tout le temps à l'affût du marché. À quelle fréquence il faut le faire et comment il faut le faire? Alors, dans la prospection, il suffit pas de se dire: «Bon allez, cette semaine, je vais trouver des clients». La plupart du temps, il va falloir effectuer un travail de suivi. Donc ce travail de suivi, il va falloir le faire régulièrement. Vous allez avoir certains décideurs qui vont avoir besoin de 2, 3, 6 mois, peut-être même plus d'un an, pour pouvoir accepter vos missions parce que, au préalable, il y avait un certain nombre de barrières. Donc ça va être à vous, Manuela, de connaître, de savoir quelles sont les barrières à l'achat dans votre marché. Est-ce que vous êtes dans un marché dans lequel le cycle de décision est très long? Par exemple, si vous travaillez qu'avec des grands groupes et que, pour, joindre le donneur d'ordre et cetera, c'est très compliqué, bah, ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc il faut prévoir que il y aura 6 mois d'efforts commerciaux avant de pouvoir signer une mission. Sur d'autres marchés, vous allez avoir des donneurs d'ordre bien plus, faciles d'accès. Ce cycle de vente sera réduit. Donc déjà, essayez de savoir mesurer quel est votre cycle de vente. Cycle de vente, comment est-ce qu'on le mesure? C'est très simple. Vous allez calculer la différence entre le jour du premier contact de votre décideur et le jour où il a signé votre mission. Vous calculez ce nombre de jours et si vous avez plusieurs clients, vous faites ce calcul à chaque fois. Ça va vous donner un cycle de vente moyen. Peut-être qu'en moyenne, entre le premier contact et le moment où vous allez avoir signé votre contrat de prestation, il s'écoule, 35 jours, peut-être 70. Ça va dépendre de vous. Ensuite, j'espère avoir répondu à votre question, Manuela. Ensuite, analyse de l'efficacité, analyse de l'optimisation du temps. J'en parlais tout à l'heure, les tâches chronophages avec un faible rendement. En tant que chef d'entreprise, vous devez apprendre à prioriser, dire non à des choses qui ne sont pas nécessaires ou automatiser. Donc, par exemple, pour la prospection, il y a un certain nombre de tâches que vous allez pouvoir automatiser sur LinkedIn ou avec, des outils de growth, si vous connaissez ça. C'est, des outils qui vont vous permettre d'automatiser, par exemple, des campagnes de prospection externe par email, par SMS, qui vont, vous permettre de générer du lead entrant, éventuellement. Donc tout ça, c'est, des tâches, qui normalement vous prendraient beaucoup de temps. Si vous deviez envoyer des emails un par un à chaque décideur, bah, ça vous prendrait beaucoup de temps. Si vous utilisez une technique de growth qui va vous permettre d'automatiser tout ça, vous allez gagner du temps et vous allez avoir un plus haut rendement. Automatiser ou déléguer pour libérer du temps productif. Ça, c'est, quelque chose que je répète très souvent, c'est sachez quelle est votre valeur ajoutée. Les tâches qui ont une faible valeur, déléguez. Vous pouvez très bien prendre des services d'assistance que vous payez à l'heure pour réaliser des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, et vous libérez du temps productif. Alors les facteurs de réajustement. Vous allez avoir des saisonnalités probablement dans vos métiers, dans lesquelles les charges de travail vont être moins élevées. On pense bien sûr aux vacances d'été, aux congés, mais il peut y avoir aussi des saisonnalités par métier. Par exemple, nous, dans notre marché de l'expertise comptable, on a une saisonnalité sur le mois de septembre parce que on a beaucoup de clients qui vont décider de résilier avec leur ancien expert comptable pour passer chez Keobiz, au mois de septembre, puisqu'ils ont, 3 mois avant la fin de l'année pour résilier leur mission et donc on sait qu'on a une très, très grosse saisonnalité. Le mois de septembre, c'est l'un des plus gros mois. Si, on était dans un, si on avait des gens parmi nous qui étaient freelance, ils n'auraient pas vraiment intérêt à prendre des vacances au mois de septembre parce que c'est le plus gros mois d'activité de leur marché. Vous, c'est pareil. Il faut que vous sachiez tenir compte de la saisonnalité de votre marché. Ensuite, pour la tarification, ça va être important de savoir quel est le volume horaire nécessaire pour réaliser vos missions, pour être sûr que votre TJM est rentable. Ça va dépendre de 2 choses, ça va dépendre bien sûr du temps passé, mais ça va dépendre aussi de vos besoins.
vous devez être capable d'estimer, de combien est-ce que vous avez besoin pour vivre et à combien est-ce que vous estimez, accepter ou non une mission. Enfin, l'évolution continue. On vous invite à mesurer régulièrement votre CA horaire pour suivre les progrès. Identifiez des tendances et prenez des mesures d'amélioration. Donc ça, c'est important de ne pas être dans la fatalité. On vous conseille vraiment d'être toujours dans l'action pour anticiper justement les prochaines tendances du marché et dire, bah voilà, j'anticipe que sur mon secteur de la photographie, par exemple, il y a l'intelligence artificielle qui va chambouler beaucoup de choses. Et bah, je vais prendre les devants et je vais me dire que je vais plutôt aller faire une formation justement sur l'IA qui va me permettre de mieux utiliser ces algorithmes pour produire un rendu encore plus grand et développer une compétence unique sur mon marché. Voilà, ça peut être un exemple, de savoir comment est-ce que je vais anticiper tout ça. Le petit carré blanc en bas pour résumer tout ce que je viens de dire. Donc le CA horaire, c'est un outil essentiel pour évaluer l'efficacité. Utilisez-le au quotidien pour optimiser tout votre, temps et vos projets et faites des ajustements pour maximiser la rentabilité. Ça, c'est très important, de bien le regarder en évolution. Pas de questions sur le chat, pas de questions non plus et ben, je vais avancer sur le ratio numéro 3. Alors, ratio numéro 3, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a plutôt parlé dans les 2 premiers ratios de booster votre CA. Booster votre CA avec un TJM qui est élevé, que vous sachiez défendre, que vous savez vendre, et encore une fois, j'insiste là-dessus, la sous-traitance. Ne voyez pas votre activité de freelance forcément comme une activité unipersonnelle. Vous avez la possibilité d'aller trouver des missions et de les sous-traiter par la suite. Après tout, vous êtes, pour un grand nombre d'entre vous, en entreprise. D'ailleurs, pour y répondre, petit point sur le sondage, vous êtes 61% en auto-entreprise, vous êtes 30%, pardon, 18% en SASU, SAS, 12% en EI, 2% en EURL, 2% en SARL. Donc une majorité d'auto-entrepreneurs, mais quand même avec, si on additionne tout ça, avec, quasiment 23% de, sociétés. Et puis les secteurs d'activité les plus représentés, vous êtes à 31% dans le graphisme, la photo et la vidéo, 23% communication marketing, 14% tech data, fonction support 9%, project manager 7% et business developer 4%. Alors donc on a parlé dans un premier temps du CA, comment aller chercher plus d'argent. Maintenant, dans un deuxième temps, on va regarder comment faire en sorte qu'avec le même CA, vous puissiez avoir plus d'argent dans votre poche à la fin du mois, ou que vous puissiez, sur le long terme, financer des projets. On va voir par exemple que, ça peut être intéressant de payer plus d'impôts sur les sociétés, dans un premier temps, parce que, votre but, c'est peut-être d'aller financer un bien immobilier et donc si c'est votre objectif, un des documents qu'on va vous demander, ça va être votre feuille d'imposition pour le calcul de votre prêt, et donc peut-être que ça vaut le coup pendant plusieurs années de maximiser votre IS et donc de payer un peu plus de charges. Alors, le taux de charge, qu'est-ce que c'est? Le taux de charge, ça va être le taux entre les coûts opérationnels et votre chiffre d'affaires. Vous le savez, en société, alors ça, c'est valable que pour les entreprises individuelles, les SAS, SASU, EURL, SARL. C'est d'ailleurs souvent l'une des raisons que vont choisir des auto-entrepreneurs pour passer en société. Il y a les 2 raisons principales, ça va être que les plafonds de chiffre d'affaires sont atteints, mais ça va être aussi qu'il y a un certain nombre de charges que vous ne pouvez pas faire passer en auto-entreprise, puisque en auto-entreprise, l'État va vous taxer sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire non pas sur la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, mais uniquement sur ce qui rentre. À l'inverse, quand vous allez être en société, hem, SAS, SASU, SARL, EURL ou même en entreprise individuelle, l'État va vous taxer uniquement sur le bénéfice. Donc la différence entre votre chiffre d'affaires et votre bénéfice, ça va être justement tous les coûts opérationnels. Donc les coûts opérationnels, ça va être toutes les dépenses que vous allez réaliser pour effectuer vos missions. Alors dans les dépenses, on pense, immédiatement à, les frais de, matériel informatique. Ça va également, comprendre les logiciels, ça va comprendre tous les frais de déplacement, les repas, ça va comprendre les formations que vous allez pouvoir réaliser, ça va comprendre aussi tout hem, le matériel de communication nécessaire pour aller trouver vos clients. Donc ça va être par exemple l'achat
d'un nom de domaine, un site internet, ça va être vos cartes de visite, le print. Donc tout ça, c'est des dépenses que vous allez pouvoir faire passer si vous êtes en société ou en entreprise individuelle, que vous allez pouvoir déduire de votre résultat. Alors, on vous a mis un indicateur, en dessous de 30, les charges sont sous contrôle, vous avez une bonne rentabilité. Si votre taux de charge est entre 30 et 50, voire supérieur à 50, vous avez un taux de charge qui est beaucoup trop élevé. Donc ça veut dire, soit vous faites pas assez de chiffre d'affaires, il faut réduire vos charges, soit vous faites un chiffre d'affaires conséquent, mais vous avez des charges beaucoup trop élevées, voire vous êtes en risque avec l'administration fiscale. Donc ça, attention parce que ça peut être dangereux. Alors, question de Jérôme: «L'EI, c'est axé sur le CA uniquement?» Non. Alors, non, l'entreprise individuelle, en fait, vous avez une notion de charge également que vous allez pouvoir, faire passer. Vous avez, là, on parle pas de micro-entreprise, hem, qui s'appelait avant haute entreprise, on parle bien d'entreprise individuelle. Donc en entreprise individuelle, vous exercez en votre nom propre, mais vous avez le droit de déduire des frais, soit au réel, soit au forfait. Je réponds à la question. Donc, ça peut-être que vous ne le saviez pas, Jérôme. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si besoin. Je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite le lien. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui souhaitent prendre rendez-vous avec nos équipes, je vous mets le lien dans le chat. Donc Jérôme, voilà, attention parce que dans l'entreprise individuelle, c'est bien taxé sur le bénéfice et c'est l'un des intérêts d'ailleurs. Hugo, rapport à la sous-traitance, pas très rentable quand on est auto-entrepreneur. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça va pas être rentable puisqu'en fait, vous allez facturer une mission que vous allez devoir payer, et vous allez payer, des taxes sur ce chiffre d'affaires-là. Donc ça, c'est vrai que Hugo, pour faire de la sous-traitance et que ça soit intéressant financièrement, il faudra être, dans un format de société pour pouvoir faire passer la dépense en tant que charge. C'est tout à fait ça. Hem Alors, Laetitia qui se lance pose une question qui va peut-être vous être utile à tous. Elle est en création et elle se demande: «Est-ce qu'il vaut mieux faire une micro-entreprise ou alors plutôt une société?» Alors ça, c'est très important, Laetitia, de se poser cette question. Il faut savoir que votre structure juridique peut être amenée à évoluer, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous lancer dans un premier temps en micro-entreprise, notamment si vous êtes, dans un dispositif d'accompagnement Pôle emploi, vous aurez le droit à des réductions de charges la première année qui sont très intéressantes sur la micro-entreprise et puis vous aurez la possibilité de basculer sur, la société par la suite. Laetitia, si vous avez des questions là-dessus, c'est typiquement le genre de conseil auquel, on pourra répondre chez Keobiz, c'est vous faire justement un distinguo. Alors ça, il y a la règle générale, mais il y a une douzaine, quinzaine de critères, qui vont dépendre de votre situation personnelle à vous. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes à Pôle emploi? Est-ce que vous avez, le droit à l'ACRE? Est-ce que vous avez, un patrimoine à protéger? Votre âge, votre situation professionnelle actuelle? Tous ces critères vont vous permettre de vous donner un conseil éclairé sur est-ce qu'il vaut mieux vous lancer en micro? Est-ce qu'il vaut mieux vous lancer en société? Vous verrez qu'il y a des distinctions aussi entre votre statut lorsque vous êtes présidente de SASU ou gérante de URL. Ce ne sera pas les mêmes statuts, ce ne sera pas la même protection sociale. En général, quand on va se lancer en freelancing, au début, ce qui nous intéresse, c'est de maximiser notre revenu. Maintenant, on voit que plus les années passent, plus ce qui va être intéressant, c'est aussi, de faire attention à sa santé, avoir une prévoyance, une protection sociale, d'anticiper sa retraite, de se construire un patrimoine, de pouvoir devenir propriétaire si on ne l'est pas déjà. Toutes ces questions, elles s'anticipent et le choix de votre structure juridique va être important aussi. Un banquier vous prendra pas au sérieux de la même manière en micro-entreprise ou en société, pour la simple et bonne raison qu'une micro-entreprise, vous pouvez l'ouvrir demain matin et la fermer après-demain. Alors qu'une société, vous allez, déposer un capital social, créer une personne morale, investir de votre poche, c'est un peu plus engageant donc c'est ce type de questions qu'on va pouvoir se poser en entretien avec vous, Laetitia, de savoir, bah, aujourd'hui, quelle est l'opportunité que vous souhaitez avoir? Quelle est votre situation et quel, type de structure juridique on peut vous conseiller? Alors Pascal demande si je dois me loger plusieurs semaines, hôtel, Airbnb ou location meublée dans une région différente de la mienne. Dois-je compter des frais de logement et de bouche, des week-ends en charge? Alors très bonne question Pascal. Je vais rappeler la règle générale et je vais l'appliquer à votre cas. La règle générale des dépenses en entreprise, c'est que ça doit être des dépenses qui sont cohérentes, justifiables, justifiées. Alors, si un contrôleur fiscal vient, contrôler votre entreprise, vous aurez du mal à lui justifier que vous avez travaillé pendant 4 semaines d'affilée, 7 jours sur 7 sans prendre de jours de repos. Donc
vous n'allez pas pouvoir faire passer l'intégralité de la dépense sur l'entreprise puisque le contrôleur considérera que c'est abusif. Ça vaut pour l'ensemble des dépenses de la société. On ne peut pas faire passer 100 de la dépense en professionnel et il faut en faire passer un petit peu en personnel. Voilà Pascal. Pour votre déplacement, vous pouvez bien entendu vous défrayer les jours de travail sur lesquels vous êtes sur place, les déplacements, mais les week-ends, ça me paraît, de mon point de vue, abusif. Joséphine demande: «Je suis en auto-entreprise, mais je dois écrire EI sur mes factures. Je collecte la TVA. Je suis quoi alors? AE ou EI?» Alors, si vous collectez la TVA et si vous écrivez entreprise individuelle, vous êtes en entreprise individuelle. Alors attention, il y a, le terme auto-entreprise et micro-entreprise qui ont été, galvaudés, donc faites attention. Si jamais vous avez un doute, Joséphine, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse regarder ça dans le détail. Alors Laetitia, oui, tout à fait. Si vous voulez, vous couvrir socialement, fiscalement, si vous voulez pas être, dans un statut précaire, ça peut être intéressant peut-être de gagner un petit peu moins, mais en tout cas de vous mettre à l'abri et puis d'anticiper vos futurs besoins. OK. Alors sur le taux de charge donc, hem, qu'est-ce qui va être important sur, le taux de charge? Déjà, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez le droit et pas le droit de faire. Vous avez le droit de faire passer des dépenses dans votre entreprise si elles sont cohérentes, justifiées. Justifiables, donc c'est-à-dire qu'il faut une facture, il faut que ça soit en lien avec l'activité de l'entreprise, ça j'insiste. Hem, on prend un exemple souvent qui amuse nos freelances en disant: «Est-ce que j'ai le droit de faire passer mon abonnement à la salle de sport?» dans mon entreprise parce qu'il faut que je sois en forme pour pouvoir, effectuer les missions auprès de mes clients. Non, ça c'est un raisonnement qui va être considéré comme abusif par un contrôleur fiscal parce que, il y a du personnel dans cette dépense. Vous n'allez pas être en forme que devant vos clients, vous allez être aussi tout le reste du temps, donc on ne pourra pas considérer qu'un abonnement à une salle de sport ou, à un centre esthétique, pourrait être passé dans la société. Donc ça, c'est important. Il y a des, dépenses qui sont 100 autorisées, il y a pas de question à se poser. Il y a des dépenses qui sont 100 interdites, il y a pas de question à se poser. Est-ce que j'ai le droit d'acheter des billets d'avion pour partir en vacances avec ma famille sur ma société? La réponse est bien évidemment non. Maintenant, entre les 2, il y a, des zones qui sont plus grises et qui nécessitent l'avis d'un expert. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de travailler avec un cabinet d'expertise comptable comme Keobiz. C'est on a, aujourd'hui plus de 13 000 clients, on a beaucoup de contrôles fiscaux qui se sont passés au sein du cabinet, donc on sait quelles sont les, jurisprudences des contrôleurs des impôts. Donc on vous aide justement à être, pas vous mettre en risque, à être tranquille par rapport aux dépenses. Donc ça peut être le type de questions que vous saurez nous poser aussi sur, les dépenses que vous pourrez faire ou pas. La rémunération personnelle est-elle à prendre en compte en taux de charge? Nous demande Pierre. Alors, ça va dépendre de votre structure juridique. Si vous êtes en entreprise individuelle, non, puisque vous allez directement tirer des bénéfices. Si vous êtes en SAS et que vous versez un salaire, ça va participer aux charges de l'entreprise, mais ça ne sera pas des charges de fonctionnement. Si vous êtes en EURL, on ne parlera pas de salaire, mais de rémunération et donc ça viendra effectivement diminuer le calcul, quand on prendra le chiffre d'affaires moins les charges, moins votre rémunération, on arrivera sur un bénéfice dont votre rémunération sera déduite. Sachant que la troisième manière de se rémunérer en société, ça va être à la fin de l'année sur les dividendes. Donc vous allez avoir tout en haut les chiffres d'affaires, toutes vos charges de fonctionnement, vous allez arriver à un résultat et une fois que vous aurez payé l'impôt sur les sociétés, vous pourrez vous rémunérer sur ce résultat. On appelle ça prendre les dividendes. Voilà, donc sur les charges, ce qu'il faut retenir, c'est que, assurez-vous que vous passez un maximum de charges autorisées dans votre société. Pourquoi? Parce que, quand vous dépensez avec l'argent de votre société, c'est de l'argent qui n'a pas été encore taxé. Si par exemple, vous payez l'abonnement de votre téléphone portable professionnel avec votre entreprise, vous allez gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que si vous le payez avec votre propre argent, pour avoir cette, somme-là, il faudra que, vous ayez, généré du bénéfice, payé l'impôt sur les sociétés, payé l'impôt sur le revenu et qu'enfin cet argent soit disponible pour le dépenser. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant de pouvoir, payer vos dépenses autorisées avec, l'entreprise. Pareil, si vous avez des questions sur qu'est-ce que vous avez le droit de faire passer, pas le droit de faire passer, vous prenez rendez-vous avec nos équipes, on sera ravis de pouvoir vous le dire. Alors, Kevin nous demande: «En SASU ou EURL, en cas de versement de salaire, les charges patronales sont-elles toujours de 40? Alors, la différence entre l'EURL et la SASU. En EURL, vous êtes gérant.
vous êtes affilié à un régime qu'on appelle TNS, travailleurs non salariés, et vous avez des cotisations globales qui sont à peu près de 45. C'est-à-dire que quand vous versez 1 000 €, il y a à peu près 450 € à verser à l'État au titre de vos cotisations sociales, charges sociales. Pour, la SASU, c'est quasiment 2 fois plus élevé. Donc la SASU, c'est pas une société dans laquelle il va être intéressant de se verser un salaire, c'est plutôt une société dans laquelle on va attendre la fin de l'année pour prendre les bénéfices. On a également en SASU une option qui est intéressante, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez plusieurs parts dans votre foyer fiscal, c'est l'option à l'impôt sur le revenu. Donc ça, pareil, si vous souhaitez en savoir plus sur ce statut, contactez-nous. Donc en SASU, les charges sociales, ça va être 85 à 90. Donc pour les mêmes 1 000 € que je vais verser en rémunération, vous pouvez doubler le montant des charges. Donc si votre stratégie, c'est de vous verser de la rémunération en cours d'année, il vaudra mieux prendre une EURL, même si vous allez lire partout en ligne que la SASU est plus intéressante. La SASU, elle va être très intéressante si vous avez le droit au chômage, puisque vous allez pouvoir cumuler vos droits chômage et le fait de faire cette SASU, donc de ne pas payer de charges sociales pendant toute la durée de votre chômage. Et puis, la SASU, elle va être intéressante pour aller se verser des bénéfices en fin d'année. Mais si vous n'avez pas le droit au chômage, si vous voulez vous lancer tout de suite, l'EURL, même si c'est la société, la forme juridique minoritaire, l'EURL peut être très intéressante pour vous. Alors, Xavier nous demande par l'intermédiaire de Céline, son loyer si la société est domiciliée. Alors, si la société est domiciliée chez vous, vous avez tout à fait le droit de demander à ce que la société paye jusqu'à 30 du loyer ou de la valeur locative et toutes les charges fixes. Donc, par exemple, on va prendre des chiffres ronds, vous avez un loyer à 1 000 €, l'entreprise peut prendre jusqu'à 330 €, jusqu'à 300 € pardon, à sa charge. Donc ça veut dire que, vous allez vous faire rembourser 300 € tous les mois par votre entreprise. Alors attention, pour être précis dans ma réponse, Xavier, si la société est domiciliée ailleurs qu'à votre domicile, vous ne pouvez pas bien sûr faire passer le loyer dans les charges déductibles. Pascal me demande: «Ah, en SASU, est-il possible de voter en AG le versement de dividendes, mais de laisser ces dividendes sur le compte de la société pour y toucher, si nécessaire, en cours d'année?» Alors, vous avez tout à fait la possibilité de voter pour, obtenir des dividendes à la fin de votre exercice fiscal et rien ne vous empêche de laisser de l'argent sur le compte pour, par la suite, vous faire des versements. Par contre, vous n'avez pas le droit de prendre les dividendes en anticipation. Ça, c'est interdit. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est si vous êtes, je le disais tout à l'heure avec l'option impôt sur le revenu, l'option IR, là, les sommes que vous allez prendre ne sont pas considérées comme des dividendes. Ils ont un statut fiscal à part et donc vous avez la possibilité de vous faire des versements en cours d'année. Attention, c'est des choses qu'il faut bien maîtriser, il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc n'hésitez pas à faire appel à un expert qui sait, gérer ce type d'acompte. OK. Alors, je passe à la slide suivante et le ratio sur le taux d'endettement. Alors, taux d'endettement, je vois qu'il est 18h30, mais on va quand même prolonger cet échange. Si jamais il y en a certains qui doivent y aller, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite. Le taux d'endettement, qu'est-ce que c'est? Le taux d'endettement, ça va être les dettes, sur l'actif fois 100. Alors ça, c'est un ratio qui va être principalement utilisé pour des entreprises, pluripersonnelles et qui va être un ratio qui va permettre de mesurer la capacité financière d'une entreprise. Donc est-ce que le taux d'endettement est faible, c'est-à-dire inférieur à 30 ou supérieur à 30 à 50? Risques et avantages de l'endettement, les risques, c'est bien sûr d'avoir une charge financière plus élevée, ça limite la flexibilité, mais les avantages, c'est de pouvoir accéder à des fonds pour développer votre entreprise et avoir des leviers financiers de croissance. On va parler d'endettement personnel aussi, c'est-à-dire que si vous souhaitez financer un bien immobilier, vous avez la possibilité, de faire appel à un prêt et si vous êtes indépendant, le banquier aura besoin que vous ne montriez patte blanche. En général, il va vous demander 3 ans d'auto-entreprise ou 3 bilans. Voilà. Je réponds à la question d'Alexis. Si ma société n'est pas domiciliée à mon domicile, mais que je travaille depuis mon domicile 4 jours par semaine, je peux quand même pas faire passer une partie de mon loyer? Non, alors le loyer vraiment, enfin la possibilité de faire passer le loyer dans votre loyer dans les charges de la société, ça va vraiment être en fonction, de l'adresse du siège social. Ça va pas être en fonction de si vous y passez plusieurs semaines ou pas. En fait, il y a une domiciliation, soit vous avez une domiciliation commerciale ailleurs, vous payez des
faites passer des frais de domiciliation dans les charges de l'entreprise, mais pour que ça soit immatriculé, enfin pour que vous puissiez vous faire rembourser une partie du loyer, il faut que ça soit le siège social chez vous. Voilà. On va passer au dernier ratio, qui est la gestion de la trésorerie, l'excédent de la CAF. Alors, très important, c'est de savoir, est-ce que vous avez une trésorerie qui est très excessive ou pas? Et qu'est-ce que vous, devez en faire? Ne laissez pas dormir l'argent et l'argent que vous allez pouvoir, gagner, vous allez pouvoir le réinvestir. Alors le réinvestir soit dans des projets long terme comme des SCPI, des achats de fonds de commerce, achats immobiliers, mais vous allez pouvoir aussi l'utiliser au quotidien pour, optimiser votre protection sociale et des faire des dépenses comme par exemple si vous avez des enfants, faire des chèques emploi service préfinancés pour avoir des crédits d'impôt. Donc l'idée, c'est de ne pas cramer toute cette, épargne et toute cette, ce matelas financier, mais c'est de le placer ou l'investir. Pareil, tout ce qui va être CESU, loi Madelin, toutes les options fiscales qui vont vous permettre d'avoir plus de protection, c'est des dispositifs qui sont à étudier avec votre expert comptable. Donc, faites-vous conseiller pour savoir à quoi vous avez droit et comment le mettre en place. C'est des taux qui évoluent régulièrement. On parlait, des, charges tout à l'heure. La Très important aussi de pouvoir développer votre visibilité sur internet. D'accord? Donc bien sûr, vous êtes présent sur la plateforme Malte. Je vous invite à avoir le profil le plus complet, mais vous allez pouvoir aussi compléter, éventuellement avec un site internet qui met en avant les missions passées, un blog sur lequel vous allez pouvoir parler de votre expertise. Mettez en avant tout ce que vous savez faire. Alors sur la trésorerie, hem je réponds à la question de Marc. Quelles sont les conditions pour faire un ou plusieurs achats immobiliers avec une société? Alors, en général, les achats immobiliers, vont plutôt vous être accessibles sur, fonds propres, c'est-à-dire en votre nom personnel, tout simplement parce que, en tant que enfin, une société, vous avez la possibilité de la fermer. Vous pouvez clôturer votre entreprise, liquider votre entreprise et le principe d'une société à responsabilité limitée ou par action simplifiée, c'est que ça limite votre risque aux apports en capital. Donc si, par exemple, vous mettez 1 000 € de capital dans la société, bah, le pire que vous pouvez perdre, c'est ces 1 000 €. Donc les banques ne sont pas très, friands de pouvoir faire financer un achat immobilier par une société, sauf si vous êtes une très grosse société et que vous voulez racheter vos bureaux, par exemple. Mais en général, ils vont plutôt vous demander d'investir en perso. Voilà, donc importance de la gestion de la trésorerie. La stabilité financière, savoir quelle est votre capacité, d'autofinancement. En général, dans votre activité, il va être positif, mais il se peut que vous ayez besoin d'investir dans du matériel coûteux, dans de la formation ou dans des choses qui vont nécessiter des investissements plus importants. Donc vous avez la possibilité de contracter des prêts auprès de banques pour aller financer tel ou tel projet. Je passe le FTA, on va plutôt parler d'optimisation de la trésorerie. Certains d'entre vous certains d'entre vous ont peut-être des problèmes de trésorerie et donc à ce moment-là, il va falloir jouer sur un point qui est très, 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 très important et qui est le nerf de la guerre aussi, c'est savoir se faire payer en temps et en heure par vos clients. Donc ça, c'est un ratio que vous pouvez calculer aussi, c'est entre le moment d'émission de la facture et la date de paiement, combien de jours, combien de jours s'écoulent, d'accord? Le nombre de jours écoulés, pareil, essayer de minimiser ça pour, faire en sorte que vous soyez payé le plus rapidement possible. Alors il faut savoir que quand vous éditez une facture, vous avez des conditions de paiement qui sont mises dedans. Le jour où, une facture est en retard, tout de suite, il faut que vous soyez proactif pour relancer votre client. La stratégie qui consiste à dire: «Non, mais je ne vais pas embêter mon client parce que, je veux qu'il me refasse travailler derrière, donc je ne vais pas lui demander de me payer ma facture», est une très mauvaise stratégie. Ça vous décrédibilisera auprès du client et ça lui enverra le message qu'il peut, mettre encore plus de temps à vous payer la prochaine fois. Donc soyez très exigeant avec votre facturation et n'hésitez pas à faire des relances même automatiques avec votre logiciel de facturation qui va dire: «Bah, voilà, vous devez être payé à temps, vous devez être payé 15 jours plus tard ou 30 jours plus tard. Quand ce délai est arrivé à échéance, le jour de d'arrivée à l'échéance, vous envoyez tout de suite une relance, et une deuxième relance 15 jours plus tard et cetera et cetera. Ça vous permettra d'être payé en temps et en heure plus rapidement. Le but du jeu, c'est que vous soyez payé le plus rapidement possible.
Et bien entendu, dans la trésorerie, demandez des acomptes dans vos missions, ce qui vous permettra d'être encore plus crédible et puis de minimiser justement ce taux. Manuela me demande: «Si on débute avec un capital de 5 000 €, il vaut mieux toujours garder ces 5 000 € en trésorerie?» Alors, dans le capital, vous allez avoir peut-on mettre des charges de retard? Je réponds à votre question juste après, Bérénice. Si on débute avec un capital de 5 000 €, il vaut mieux toujours garder ces 5 000 € en trésorerie. Non, le capital va être, initial, vous allez le verser de votre compte personnel vers votre compte professionnel au tout début, et ensuite, pas besoin de les garder en trésorerie, vous allez pouvoir les dépenser. Il faut toujours garder un matelas de sécurité, de plus de 1 000 € par exemple, pour être, en mesure de, en cas de coup dur ou de dépenses, inopinées, de pouvoir les, les régler, tout simplement. Mais non, Manuela, le capital que vous allez déposer peut être utilisé, bien entendu, par l'entreprise. Bérénice, oui, vous pouvez tout à fait mettre des charges de retard de paiement dans le devis. Alors, il y a un taux légal, mais vous pouvez aussi, l'augmenter et décider que, en tout cas, en cas de retard de paiement, ça sera tant, avec un pourcentage. Maintenant, c'est pas ça qui va forcément être le plus efficace pour se faire payer et là, pour le coup, si vous mettez des pénalités de retard à votre client, vous ne retravaillerez pas forcément avec lui parce que ça va générer quelque chose. Ça va souvent mettre, une erreur dans le système entre ce qui a été facturé initialement et ce qui a été fait par la suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de bien relancer pour vous faire payer vos factures et surtout pas rentrer en litige. Pascal, c'est une très bonne question. Est-il possible d'utiliser la trésorerie de sa SASU pour acquérir des trimestres de retraite? Oui, c'est possible. Alors, acquérir des trimestres de retraite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez cotisé par le passé dans le privé, par exemple, en tant que salarié, et donc vous avez un droit à un certain nombre de trimestres. Le fait de les racheter va vous permettre d'avoir une retraite en taux plein. Et donc ça, c'est tout à fait possible avec des dispositifs PER, PERP. Et je vous invite, Pascal, à prendre rendez-vous directement avec nos équipes pour qu'on puisse vous en dire un petit peu plus dans le détail. Bérénice, peut-on mettre des charges de retard de paiement dans le devis? J'ai répondu à cette question. Oui. Vous pouvez mettre des pénalités, on appelle ça, pénalités dans le devis, tout à fait. Sabrina demande: «Si un cabinet de placement tarde à payer ma mission, plus de 2 mois, relance par mail, faut maintenant faire un accusé de réception». Oui, alors, c'est typiquement ce que je vous disais, Sabrina, c'est que s'il a plus de 2 mois de retard, vous auriez déjà dû déclencher un recommandé 1, un recommandé 2. Hem, enfin, je connais pas tout le contexte, hein, pardon. Mais, en fait, plus vous allez déclencher tôt ces relances, plus vous allez montrer à votre client, que voilà, vous ne démordrez pas, vous voulez être réglé. Les étapes, ça va être effectivement relance amiable par email, relance courrier recommandé 1, relance courrier recommandé 2, courrier d'avocat pour essayer de tentative de procédure à l'amiable et puis ensuite, procédure de recouvrement. Si jamais vous avez des factures que vous ne pouvez pas, enfin qui ne sont pas payées, vous pouvez faire appel à des sociétés de recouvrement qui vont aller défendre vos intérêts. Tout simplement. Alors, je vais répondre, je vais rester encore un petit peu, hein, pour répondre à toutes vos questions. Simplement pour ceux qui doivent y aller, parce que je voudrais quand même qu'on respecte l'horaire, même si on a débordé de quelques minutes. Donc vous avez une offre spéciale qui est en place pour vous. On vous offre, enfin Malte, merci Malte, vous offre 2 mois d'honoraires, la première année. D'accord? On a des honoraires qui démarrent à 89 € hors taxes par mois, tout compris. D'accord? Donc on va vous offrir la création d'entreprise, c'est-à-dire tout l'accompagnement pour choisir votre structure juridique, immatriculer votre société avec des statuts, l'accompagnement bancaire et l'obtention du cabis. Tout ça, ça vous est offert. Ça vaut entre 150 et 1 500 € sur le marché. On fait de la comptabilité d'engagement. Comptabilité d'engagement, ça veut dire qu'on tient compte des engagements fournisseurs, des dettes fournisseurs, pardon, et des engagements clients. Vous avez un comptable chez nous qui est dédié, donc c'est quelqu'un qui est spécialisé dans votre domaine d'activité, qui traite des freelances, qui a l'habitude de vous donner des conseils pour optimiser. Cette personne-là, elle est joignable par email, téléphone ou rendez-vous physique. On a le conseil illimité, c'est-à-dire qu'on ne vous facture pas 1 € pour le conseil, tout est inclus dans votre forfait mensuel. Et donc vous avez 89 € hors taxes par mois, plus 2 mois offerts la première année. Je vous remets le lien si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous. Et puis merci Céline d'avoir pu proposer également la page partenaire sur le site de Malte. Je prends une petite pause, je vais rester connecté encore quelques minutes, mais je voudrais,
prendre un instant pour remercier tous ceux qui, nous ont suivis, ceux qui nous regarderont également en replay. Merci aux équipes de Malte de nous avoir permis de pouvoir répondre à vos questions pour ce premier format en FAQ. J'espère que les réponses, vous auront été utiles. Encore une fois, bravo pour, cette activité de freelance parce qu'on sait que c'est pas facile. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. On sera ravis de pouvoir partager avec vous notre expertise, et vous aider à optimiser votre, structure pour que vous puissiez vivre le mieux possible de votre activité, booster votre TJM et puis, anticiper la suite pour pouvoir être protégé aussi d'un point de vue, social et fiscal. Merci beaucoup. Merci, Robin, et merci à tous pour vos questions. J'espère que ça vous a été utile. Je me permets de mettre également dans le chat un petit typeform. Ça prend une petite minute, pour nous donner votre avis et nous dire, si ça vous a plu, si c'est un type de format que vous voulez qu'on réitère. Hop, je le remets ici, et je regarde s'il y a d'autres questions, mais je crois que ça a l'air d'être bon. Mais effectivement, le replay sera disponible sur ce même lien, dès que la session sera terminée, et également on vous enverra un mail, post-événement là, dans la semaine, et vous pourrez aussi, y avoir accès. Je pense que du coup, il n'y a Magnifique. pas de nouvelles Il y a questions. une dernière question, Autant pour moi. Vas-y. oui, non, je répondais à la question de Laetitia qui nous demandait si notre conseil était vraiment illimité à 89 € hors taxe par mois. Tout à fait. Vous avez possibilité de poser autant de questions que vous souhaitez à votre chargé de mission. C'est votre comptable dédié. Vous pouvez lui poser toutes vos questions par email, par téléphone, rendez-vous physique. Le but du jeu, c'est que vous soyez un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise aguerri. Donc, on ne met pas de barrière au conseil chez Kebwiz.